Pneumocystis jirovecii est une espèce de champignon. Il est dit opportuniste, ce qui veut dire qu'il va être en cause chez les patients immunodéprimés, donc essentiellement les patients dont le système immunitaire est faible. Ce sont par exemple les personnes séropositives pour le VIH ou celles qui prennent des immunosuppresseurs à long terme tels que les corticoïdes. Pneumocystis jirovecii peut provoquer des pneumonies. Ce sont des infections respiratoires légères à très graves, potentiellement mortelles. Les infections disséminées dans le reste du corps sont plus rares. À l'époque, on pensait que Pneumocystis était une espèce de protozoaire car il présentait de nombreuses formes qui donnaient l'impression qu'il s'agissait d'un protozoaire. Mais les séquences génomiques ont révélé que le Pneumocystis est beaucoup plus étroitement lié à un champignon et il a donc été reclassé comme un champignon et non comme un protozoaire. C'est un organisme qui a une affinité pour les poumons, c'est pour cela qu'il provoque des pneumonies. Il peut rester dans les alvéoles sans que ça pose aucun problème chez les personnes ayant un système immunitaire normal. Le problème se posera en cas de baisse de l'immunité. Deux formes de pneumocystis ont été identifiées, la forme trophique et les formes kystiques. Ces stades peuvent tous exister dans l'alvéole, en contact étroit avec les pneumocytes de type 1, mais restent extracellulaires. Les kystes matures contiennent 8 corps intrakystiques. Après libération, ces corps intrakystiques donnent de petites formes trophiques, puis de plus grandes formes trophiques polymorphes. Les formes trophiques peuvent se répliquer par fission binaire en deux formes trophiques presque identiques. La fission binaire, c'est le processus par lequel une cellule mère se transforme en deux cellules filles. C'est une reproduction asexuée. Mais les formes trophiques peuvent également subir une reproduction sexuée. En considérant P. jirovecii comme un ascomycète, les kystes correspondent à des asques et les corps intrakystiques à des ascospores. Ce sont les termes qu'il faudrait utiliser car ce sont des champignons. Contrairement à la plupart des champignons, Pneumocystis n'a pas d'ergostérol dans sa paroi cellulaire. Or, il existe des médicaments antifongiques couramment utilisés qui ciblent justement la synthèse de cet ergostérol, tels que les azolés comme Econazole et l'amphotericine B. Eh bien, ces médicaments sont inefficaces contre les pneumocystis. Donc, Pneumocystis leur est naturellement résistant. Leur paroi cellulaire contient du bêta-D-glucane, ce qui est important car le bêta-D-glucane est un test sanguin possible. Parlons donc de la physiopathologie de la pneumonie à pneumocystis, aussi appelée pneumocystose. Elle est transmise par voie aérienne chez les individus en bonne santé. La pneumocystis peut coloniser les poumons et ne causer aucun problème si le système immunitaire est fonctionnel. Cependant, dans le cas où un patient devient immunodéprimé, ce qui signifie qu'il a un système immunitaire qui est faible, et bien dans ce cas-là, pneumocystis peut entraîner une terrible infection pulmonaire une fois dans les alvéoles. La forme trophique du champignon s'attache aux cellules alvéolaires de type 1, qu'on appelle pneumocytes de type 1, et subit une prolifération. La réponse immunitaire de l'hôte, qui essaye de le combattre malgré qu'il soit faible, entraîne la production de substances inflammatoires, comme des cytokines, telles que le TNF-alpha et l'interleukine 1, qui contribuent aux lésions pulmonaires. Le VIH est une cause fréquente de pneumocystose, car c'est un virus qui affaiblit le système immunitaire. D'ailleurs, le taux d'infection à pneumocystis a considérablement augmenté avec l'épidémie du VIH. Puis, grâce à la découverte du traitement antirétroviral efficace, les taux de pneumocystis chez les patients séropositifs ont chuté de manière significative. Les facteurs de risque les plus importants de pneumocystose chez les patients non séropositifs, donc qui n'ont pas le VIH, sont en réalité ceux qui prennent des immunosuppresseurs comme les corticoïdes et ceux qui ont un défaut dans leur immunité. D'autres facteurs de risque comprennent les hémopathies malignes comme les lymphomes, les tumeurs malignes des organes solides ou encore la transplantation d'organes et les maladies auto-immunes. Alors, en ce qui concerne les symptômes, donc les signes cliniques, on retrouve dans 50% des cas une triade au début de l'infection, c'est-à-dire 3 signes principaux, qui sont une toux sèche, une dyspnée fébrile d'intensité croissante, donc qui s'aggrave avec le temps, c'est-à-dire une difficulté à respirer qui est associée à une fièvre, et une cyanose qui est une coloration anormale bleutée de la peau, due à l'oxygénation insuffisante du sang. Donc c'est lié au fait qu'on manque d'oxygène. Ensuite, la radiographie pulmonaire
pulmonaire permet d'observer un infiltrat interstitiel bilatéral diffus avec un aspect en verre dépoli. Alors c'est beaucoup de termes techniques, mais ça veut dire qu'il y a une augmentation de la densité du parenchyme pulmonaire qui va en fait traduire un remplissage des alvéoles, et pneumocystis cible justement les alvéoles pulmonaires. On parle même parfois de poumon blanc. Donc on voit dans la radio qu'il y a une atteinte pulmonaire liée à pneumocystis. La manifestation extra-pulmonaire du champignon, c'est-à-dire ailleurs que dans les poumons, est très rare parce que rappelez-vous qu'ils aiment les voies pulmonaires. Pour diagnostiquer et identifier ce champignon, on aura besoin d'un prélèvement pulmonaire dans les poumons. Plus rarement dans d'autres échantillons biologiques lors de localisation extra-pulmonaire. Alors le prélèvement de choix, c'est le liquide broncho-alvéolaire, LBA, qu'on obtient par un lavage broncho-alvéolaire au cours d'une fibroscopie bronchopulmonaire. L'autre possibilité, c'est l'aspiration trachéobronchique ou sinon les crachats, mais ils sont peu sensibles parce qu'ils sont contaminés par la salive. On préfère les LBA. Donc le but, c'est d'avoir du liquide provenant de la bronche elle-même. Et une fois qu'on obtient les échantillons respiratoires, il faudra identifier les formes trophiques ou les formes kystiques du champignon en les observant au microscope après coloration au MGG. Il existe d'autres colorations. Là, on peut voir un kyste mature contenant 8 corps intrakystiques et là, un amas de formes trophiques. Il faut savoir que pneumocystis est non cultivable, donc on ne pourra pas l'identifier dans une culture comme on peut le faire avec les autres champignons, comme les levures de type Candida. Ça, c'est l'examen direct. Il est aussi possible de faire un examen indirect où l'on va détecter le bêta-glucane dans le sang. Il doit être supérieur à 80-100 picogrammes par millilitre pour être positif. Mais ce n'est pas un test spécifique, car le bêta-glucane est aussi retrouvé dans des candidoses et aspergilloses, donc dans d'autres infections par d'autres champignons. Il y a également la sérologie dans laquelle on détecte les anticorps anti-pneumocystis. Donc ce sont les anticorps que notre propre corps va sécréter en réponse à cette infection par pneumocystis pour combattre ce champignon. Enfin, la PCR peut également être utilisée pour vraiment cerner l'organisme dans les cas où il y a une faible charge fongique. Tous ces résultats biologiques doivent être confrontés avec les résultats cliniques, c'est-à-dire les signes cliniques du patient. Le fait qu'il est potentiellement co-infecté avec le VIH, et puis les résultats radiologiques pulmonaires qu'on a vus. Toutes ces données vont permettre de conclure si c'est bien une pneumonie à pneumocystis. Une fois le diagnostic de pneumonie à pneumocystis Jirovecii établi par identification du champignon, on considère que c'est une urgence thérapeutique. Donc il faudra prendre en charge le patient très rapidement. Le traitement se fera à base de trimétoprime et de sulfaméthoxazole, connus sous le nom commercial Bactrim, qui sont utilisés en première intention pendant 14 à 21 jours. Pour prendre en charge les symptômes, on peut utiliser des corticoïdes comme la prédnisone pendant une courte durée et une oxygénothérapie pour aider le patient à mieux respirer et surtout à mieux s'oxygéner, puisque ses poumons sont affaiblis par cette infection. D'ailleurs, le traitement Bactrim peut aussi être utilisé en prévention, par exemple chez des patients VIH dès que leur immunité devient trop basse. Voilà donc pour cette vidéo sur pneumocystis jirovecii. J'espère que je n'ai pas utilisé trop de termes techniques et que vous avez tout bien compris. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez poumon en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.